C'était à l'origine une base secrète de l'armée américaine, quelque part dans le Tennessee. Elle abrite aujourd'hui une arme d'un genre nouveau, étroitement surveillée. Ces dizaines d'armoires froidement alignées constituent Frontier, le supercalculateur le plus puissant au monde. Frontier est capable d'effectuer des opérations à la vitesse de 1,194 hexaflops, soit 10 puissance 18 opérations en virgule flottante par seconde. Frontier fournit une puissance de calcul comparable à celle de millions et même de milliards d'ordinateurs portables réunis. Grâce aux ordinateurs, l'humanité s'est dotée de pouvoirs qui excèdent largement ses propres facultés. Et ces 10 petits signes, qui nous servaient jadis à compter, calculer, arpenter, mesurer, servent aujourd'hui surtout à coder des données toujours plus abondantes. Pour le pire, comme le meilleur. Ils auront mis 6 siècles à s'y frayer une place, mais c'est depuis l'Europe qu'ils vont s'imposer partout et s'immiscer peu à peu dans tous les recoins de nos sociétés. Avec la révolution numérique que nous vivons actuellement, les chiffres se sont taillés une place inédite dans toute l'histoire humaine. Une place que rien ne laissait pourtant présager, ni même imaginer quand les premières machines à pouvoir calculer ressemblaient encore à ça. Cette jolie boîte en métal, finement ouvragée, a été assemblée il y a 400 ans et elle s'appelle Pascaline, du nom de son inventeur, le philosophe et mathématicien français Blaise Pascal. Il n'en reste plus qu'une dizaine d'exemplaires à travers le monde, dont celui-ci, précieusement conservé à Paris dans les réserves du Musée des Arts et Métiers. Nous sommes face à l'une des Pascalines originales. L'une des Pascalines construites par Blaise Pascal lui-même, une de sa vingtaine de Pascalines qu'il a construites. Celle-ci date, on a à l'intérieur l'étiquette de Blaise Pascal lui-même qui nous l'indique. Elle est donc datée, celle-ci, du 20 mai 1652. En fait, Blaise Pascal s'est inspiré des métiers à tisser, notamment, et des moulins, et de ce qui existait déjà comme roues, ce qu'on appelle des lanternes. Donc on a des roues à picot en fait qui vont être entraînées lorsqu'on fait tourner les petites roues ici, les compteurs. On est sur vraiment un premier type de machine à calculer de l'histoire qui permettent de manière automatique de faire des soustractions et des additions. Même si elle ne sait encore ni diviser ni multiplier, la Pascaline annonce une ère nouvelle qui est la nôtre aujourd'hui. Une ère où les machines comptent mieux que les humains et leur produisent des chiffres qui disent à peu près tout. De l'état de nos comptes en banque à notre quotient intellectuel, de la température extérieure à nos coordonnées de localisation. Un langage simple et abstrait, compréhensible par tous, même par des automates dont l'Arithméum de Bonn, en Allemagne, réunit la plus vaste collection au monde. C'est le docteur Ina Prinz qui les a rassemblés ici, autour d'une réplique de leur ancêtre commun, la machine de Pascal. Pascal a construit cette machine à calculer car il devait aider son père qui était un haut fonctionnaire des impôts en Normandie.
Pascal était très jeune à l'époque et il avait d'autres idées en tête. Il voulait étudier la philosophie et les mathématiques. Il a donc cherché un moyen d'y échapper car le calcul ne l'intéressait pas vraiment. Il a donc conçu une machine à calculer qu'il a mise en œuvre et construite en collaboration avec un horloger pour démontrer que son idée fonctionnait bien. La motivation était certainement la même que pour nous aujourd'hui. Quand nous devons faire un calcul à la main et quand nous faisons des erreurs, c'est énervant. Aujourd'hui, même un enfant peut le faire avec sa calculette ou son téléphone portable. Mais c'était essentiel à l'époque de parvenir à obtenir des résultats corrects, même pour des calculs compliqués. Grâce à Pascal et à ses successeurs, on est passé en moins de 4 siècles des premières calculatrices mécaniques aux supercalculateurs numériques. Et les rêves des pionniers sont devenus notre réalité. Mais pourquoi ce sont ces 10 petits signes indiens, transmis au monde arabe et lentement adoptés en Europe, qui sont devenus communs à la planète entière ? Au début du XIIIe siècle, il n'intéressait encore qu'une poignée de marchands. Mais le mathématicien italien Leonardo Fibonacci leur a ouvert les portes de l'Occident. L'Europe latine a adopté le système de numération qui était en vigueur dans l'Occident musulman, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb. Et pour étudier sa diffusion, nous avons une source très intéressante, les manuels d'arithmétique appliquée. C'étaient des livres qui enseignaient les chiffres arabes et qui expliquaient comment les utiliser. Donc il commençait par présenter les 10 petits signes et puis il montrait comment faire des calculs pour résoudre des problèmes pratiques. Par exemple, des problèmes de taux de change, de conversion de devises ou d'unités de poids et mesure et bien d'autres problèmes similaires. Et on constate que ces manuels se diffusent progressivement depuis le sud de l'Europe et surtout depuis l'Italie pour remonter lentement mais sûrement vers le nord. Depuis la péninsule italienne, les manuels trouvent leur public d'abord en Europe du Sud, avant de gagner la France et de s'imposer par-delà les Alpes dans les écoles allemandes, d'où ils poursuivent leur chemin vers les Flandres et vers l'Est. À chaque nouvelle étape, ils fédèrent de nouveaux adeptes. Une fois les manuels adoptés par les marchands, les artisans et autres, on va voir ce genre de savoir mathématique influencer les couches supérieures de la société, les gens savants. Et de ce point de vue, l'Angleterre est un cas intéressant parce qu'elle n'adopte les chiffres indo-arabes qu'à la fin du XVIe, voire au début du XVIIe siècle. Et donc c'est très bien documenté. L'Angleterre est l'un des derniers pays à découvrir les chiffres indo-arabes et le calcul écrit. Mais ici, à Londres, ils n'intéresseront plus seulement commerçants et banquiers. Ils se mettent au service d'une idée nouvelle et plutôt prometteuse qu'on appellera bientôt la science. C'est ce qu'étudie l'historienne Louisiane Ferlier dans les archives d'une personnalité méconnue et pourtant essentielle, un certain John Wallis. John Wallis en particulier a tout à fait conscience de faire partie d'un moment historique et il revendique sa place dans ce récit. Ce qui l'intéresse, c'est réellement une défense de cette révolution scientifique du XVIIe siècle, une défense de ses contemporains qui sont en train de créer un mouvement de pensée qui est très différent. Il y a des possibilités énormes pour John Wallis et son contemporain d'écrire une nouvelle histoire. Il représente vraiment un pont entre les mathématiques telles qu'elles se sont développées dans le monde du commerce et les mathématiques qui étaient pratiquées dans les universités.
Il a commencé à s'intéresser à ce qu'il appelle les mathematicals. Non pas parce qu'on lui a enseigné ses mathématiques dans son université de Cambridge, mais parce qu'un de ses frères lisait des manuels d'arithmétique pour devenir marchand. Et en étudiant ces manuels scolaires, il est rapidement devenu plus expert dans ce type de mathématiques que quiconque dans son université de Cambridge. C'est en s'inspirant des marchands que Wallis devient le boss des maths anglaises. Il impose les chiffres dans les livres savants en exploitant pleinement les outils de son temps, les ateliers d'imprimerie. L'imprimerie fonctionne avec des types et chaque imprimeur va utiliser des lettres qu'ils vont devoir acquérir à un très grand coût et les chiffres ne font pas forcément partie des types standards qu'ils vont acheter. John Wallis pousse réellement l'imprimeur à inventer une nouvelle façon d'imprimer les chiffres. Il va retourner un 8 pour que ça devienne la lemniscate de l'infini. C'est la première fois que ça s'est codifié. Et ça fait partie des symboles qu'on comprend comme étant un concept mathématique extrêmement important. Mais c'est John Wallis qui le met en place. C'est assez simple à créer pour un imprimeur. Il suffit de prendre un 8 et de le retourner. Lemniscate. Avouez que vous aussi, vous ignoriez son nom, non? Et pourtant, l'invention de l'infini vient clore un mouvement né 150 ans plus tôt en Allemagne avec l'invention du signe plus et du signe moins. Avec le signe égal de Robert Record et le 8 inversé de Wallis, la langue des chiffres trouve sa forme quasi définitive et elle pourra désormais prétendre dire le monde. En 1660 d'ailleurs, Wallis participe à la création de la Société royale pour l'amélioration de la connaissance naturelle. C'est la plus ancienne académie scientifique d'Europe et elle existe toujours aujourd'hui sous le nom de Royal Society. Toutes les semaines, les Founding Fellows se retrouvent pour tester les dernières nouvelles scientifiques qui circulent en Europe. Ils se définissent comme des natural philosophers, des philosophes de la nature. Et ils veulent vraiment passer par l'expérience et questionner la nature de façon systématique. On ne commence pas par une loi, on y aboutit. On, petit à petit, pose des hypothèses, teste si elles se vérifient et on doute de tout. Et pour eux, les mathématiques sont le langage de la révolution scientifique. On n'est plus seulement dans l'utilisation des nombres et des chiffres pour quantifier. Ils se servent réellement de symboles mathématiques pour représenter le monde. L'exemple anglais fait rapidement des émules. En France, Louis XIV fonde à son tour l'Académie royale des sciences dès 1666 et toutes les cours d'Europe se mettent à sponsoriser la science. Isaac Newton en Angleterre, René Descartes en France, Gabriel Fahrenheit en Allemagne, ou plus tard, son concurrent suédois, Celsius, sont les héros, parmi d'autres, de la mathématisation du monde et de sa mise en chiffres. La concurrence entre penseurs est toujours une façon de stimuler la pensée. Je pense que toutes ces controverses qui émergent entre les mathématiciens allemands, français et britanniques sont un ferment pour la révolution scientifique. Et c'est réellement une compétition qui n'est pas forcément toujours bon enfant, mais qui aboutit à une évolution des mathématiques extrêmement rapide et extrêmement intéressante. Ils servaient jusqu'alors au calcul financier, les voilà maintenant au tableau des savants. On y pèse, on y toise, on calibre.
On calcule désormais avec les mêmes symboles de Stockholm à Paris, mais les chiffres obtenus désignent encore des réalités très différentes. Car il n'y a pas encore de référence commune. Pendant tout le siècle des Lumières, les scientifiques vont se livrer une bataille sans merci pour que leurs chiffres disent la même chose partout. Le casque de l'opératrice qui est resté qui est présenté. On a l'impression aujourd'hui, par exemple, que la seconde est une grandeur très naturelle, que le mètre a toujours existé, ou que le QI est une manière très naturelle de mesurer l'intelligence. Mais il faut remonter un tout petit peu dans l'histoire, parfois assez loin dans l'histoire, selon les disciplines et les objets qu'on mesure, pour voir et pour prendre conscience à quel point, en fait, à un moment, il y a eu un acte de définition, une création et un choix de convention. Même s'il prend toujours l'apparence de l'objectivité, aucun chiffre n'est jamais neutre. C'est ce que rappellent les enquêtes d'Olivier Martin, sociologue en Sorbonne, qui montre que tout choix d'unité, de grandeur ou de grade exprime en fait aussi un choix de société. Compter des marchandises, c'est-à-dire compter des longueurs de tissu, compter des surfaces de terrain, compter des volumes de grains, ou compter des poids de pierres précieuses, par exemple, ou d'or. Cela s'est longtemps fait avec des unités qui dépendaient beaucoup des localités, des communes, des régions, des pays, qui étaient parfois variables dans le temps parce que les seigneurs, les pouvoirs, les rois avaient parfois l'habitude ou la volonté de changer les unités. C'était une manière aussi d'instaurer leur pouvoir, d'exercer leur pouvoir, de changer des unités. Et puis c'était lié aussi au système fiscal. Donc il y avait d'une certaine manière une myriade d'unités de mesure pour mesurer les longueurs, les surfaces et les poids, au point que certains historiens parlent de chaos métrologique. Soit une coquette parisienne souhaitant acheter 100 pieds de ruban. 100 pieds, ou si vous préférez, environ 1700 doigts romains. Soit un peu moins de 100 de palmes hébraïques. Quelle longueur devra-t-elle commander en province, sachant qu'un pied vaut 29,8 cm à Beauvais, mais 28,92 cm à Strasbourg, contre 31,5 cm à Dijon et 35,7 cm à Bordeaux. Quelques retouches à prévoir, donc. C'était un obstacle aux transactions commerciales, notamment à distance. Et donc, pour une certaine manière faciliter les transactions, pour unifier le territoire national, la Révolution française a voulu se doter d'un système unique, ce qu'on appelle le système métrique. Donc, on va définir un mètre de manière universelle. À partir de ce mètre, on va pouvoir définir les surfaces, des mètres carrés, on va pouvoir définir des volumes, des mètres cubes, on va pouvoir définir des poids, c'est-à-dire un décimètre cube d'eau. Un litre d'eau va donner 1 kilo. Et donc, on va, d'une certaine manière, pouvoir définir ainsi un système quasiment universel pour, d'une certaine manière, standardiser les mesures. Avec l'invention du système métrique, la République française fait table rase des vieilles mesures du passé. Surtout, elle exporte ses normes à l'Europe presque entière avant de l'imposer dans ses colonies d'Afrique et d'Eurasie au siècle suivant. Même si l'Empire britannique lui fait de la résistance, le système métrique français deviendra le système international des unités en 1875. Avec lui, les chiffres indiens voyagent partout et rares sont aujourd'hui les pays qui ne comptent pas de 10 en 10 avec les mêmes symboles. Parce qu'ils étaient tellement meilleurs que les autres systèmes ? Ne vous y trompez pas, c'est un hasard de l'histoire. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ces 10 petits signes de 0 à 9 qu'on utilise aujourd'hui. Rien qui les rende meilleurs que les chiffres bengali, par exemple, ou bien les chiffres thaï. Ils ont tous le même principe, ils ont tous la même structure. Mais c'est un hasard de l'histoire lié aux impérialismes, à la mondialisation, à l'hégémonie des langues et des systèmes de pouvoir européens au cours des 300 dernières années, qui a fait que notre système a dominé le monde plutôt que le système utilisé au Népal ou le système utilisé à Java. Pour autant, tous les peuples du globe
n'ont pas dû changer d'un coup leur manière de compter. Le monde chinois, notamment, a en partie échappé aux vagues coloniales. Il conserve encore son propre système de numération aux côtés des chiffres internationaux. La numération écrite chinoise ressemble en fait beaucoup à ce que nous faisons à l'oral. C'est un système multiplicatif. En chinois, si vous voulez écrire 361, vous écrivez le signe 3 suivi du signe 100, puis le signe 6 suivi du signe 10, et puis le signe 1. 3 fois 100 plus 6 fois 10 plus 1. Et c'est en fait très proche de ce qu'on fait en anglais, en français et même dans la plupart des langues. À l'oral, on exprime les nombres en combinant un mot pour les unités avec un mot pour les puissances de 10. À l'université d'Erlangen, en Allemagne, Andrea Breard est l'une des meilleures spécialistes de l'histoire des sciences chinoises. Elle retrace en particulier la façon dont les chiffres occidentaux ont fini par pénétrer en Chine malgré les réticences initiales. Les mathématiciens chinois ont été en contact pour la première fois avec les mathématiques occidentales à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, quand les missionnaires jésuites sont arrivés en Chine. Ils avaient pour ainsi dire les sciences occidentales dans leur bagage pour se faire une place auprès de l'empereur, pour se faire aimer, et pour ensuite y introduire la religion chrétienne. À l'époque, on a bien compris l'intérêt de compter par écrit, car cela permettait de se corriger et de retrouver les fautes. C'était mieux qu'avec des outils dynamiques comme le boulier ou le système des bâtonnets, qui ne permettent pas de retrouver les fautes, car on bouge constamment les bâtonnets ou les boules et les calculs intermédiaires disparaissent. Mais on a aussi vu que c'était plus lent. Et les missionnaires eux-mêmes n'étaient pas convaincus des avantages de l'écriture des chiffres à la manière occidentale. Pendant des siècles, les Chinois se passent sans aucun problème des manières occidentales. Mais au XIXe siècle, un courant dit moderniste fait son apparition. Il s'exprime notamment dans des manuels scolaires, comme celui qu'étudie à présent Andrea Breard. C'est l'œuvre de Hua Hengfeng, l'un des premiers mathématiciens chinois à traduire l'algèbre occidentale en caractères traditionnels. Il reprend directement certains symboles, mais en adapte aussi beaucoup d'autres. Il s'agit bien d'algèbre. D'ailleurs, on retrouve des symboles que nous connaissons, par exemple le signe pour l'extraction de la racine carrée. Ces T un peu plus épais ou ces T inversés sont les signes pour le plus et le moins, car on ne pouvait pas reprendre les symboles occidentaux, puisqu'en chinois, le caractère plus désigne le chiffre 10 et le caractère moins, le chiffre 1. On a donc dû inventer ces symboles en forme de T. Et ce mélange, ce symbolisme que j'appellerais hybride, est très caractéristique de l'époque impériale tardive, où les mathématiciens voulaient d'un côté paraître modernes et occidentalisés, mais de l'autre côté, ils voulaient aussi maintenir la puissance symbolique et la force d'expression de la langue chinoise. Au XIXe siècle, les discussions étaient encore très vives. Mais au début du XXe siècle, cela a changé, car beaucoup d'étudiants chinois sont allés à l'étranger pour faire des études en sciences naturelles. Ils se sont entièrement formés dans un monde académique occidental. Et quand ils sont revenus des États-Unis et d'Europe avec leur doctorat d'université, ils n'ont plus voulu revenir aux vieilles manières d'écrire les chiffres et au système de numération traditionnel.
À cette époque, il n'y a plus de débat, car après la période impériale, on considère que la Chine est assez en retard dans les sciences. Ainsi, le retour à la numération traditionnelle était considéré comme une régression et pas comme quelque chose de positif par les intellectuels chinois. Qu'ont donc pu découvrir ces étudiants chinois qui ringardisent ainsi leur tradition millénaire? Un monde occidental radicalement transformé. Depuis le milieu du 19e siècle au moins, les sciences et les techniques ont profondément bouleversé les sociétés d'Europe et d'Amérique, où l'on produit du chiffre à la chaîne comme on trime à l'usine. Et là, effectivement, c'est un moment d'accélération assez forte du recours aux pratiques de quantification, aux pratiques de mesure. On va, d'une certaine manière, chercher à mesurer de plus en plus de choses, à la fois dans le monde physique, mais aussi dans le monde de l'humanité, des sociétés et des hommes, et de leurs pratiques, de leurs comportements, de leur situation. On va compter les malades, on va essayer de mesurer la pauvreté, on va essayer de mesurer les conditions de vie des ouvriers, les conditions de vie dans les villes, on va essayer de mesurer le niveau d'instruction. Donc on va et la criminalité par exemple. Donc on va de cette manière chercher à mesurer beaucoup plus de choses qu'on ne le faisait auparavant. On quitte de cette manière la seule statistique démographique, si vous me permettez cette expression, pour faire une statistique un peu tous azimuts. Donc on va compter tous les faits moraux, tous les faits sociaux, tous les faits économiques, ou presque tous. Voilà. En tout cas, il y a cette ambition de pouvoir compter énormément de choses. Parce que gouverner, c'est prévoir, tous les États modernes se dotent progressivement de bureaux spécialisés. De petites mains, bien souvent féminines, compilent à tour de bras des ribambelles de chiffres, faisant du 19e siècle le grand siècle de la statistique publique. Ce souci de mesurer, il faut bien le comprendre comme étant quelque chose qui est éminemment social. On veut pouvoir contrôler d'une certaine manière le comportement des populations, on veut pouvoir savoir ce qui se passe dans les populations les plus pauvres, on veut pouvoir agir sur les enfants et le niveau d'instruction. Et donc on se donne à la fois des instruments de connaissance, mais qui sont de fait aussi des instruments de pouvoir. Parce que la manière dont le pouvoir va cataloguer, désigner les individus, eh bien ça façonne la manière dont on pense la société, et ça façonne la manière dont les individus se pensent ou pensent la société. À l'ère industrielle, les chiffres débordent du domaine savant à la statistique sociale. Les progrès techniques mettent à son service des machines plus maniables, plus rapides et plus fiables, et même parfois visionnaires. Comme cet étrange piano sur lequel veille avec attention Isabelle Astic, conservatrice aux Arts et Métiers de Paris. Son inventeur, un jeune Américain du nom d'Herman Hollerith, est parvenu à recenser toute la population américaine de 1890 en quelques mois seulement, grâce à un système révolutionnaire, les cartes perforées. Alors, les informations, en fait, sont ici stockées sur la carte. Donc, vous avez une carte, en fait, qui comprend plusieurs rubriques. Donc, on les voit, elles sont entourées par des gros traits noirs. On poinçonnait, en fait, le champ correspondant. Et donc, on mémorisait ainsi l'information. Alors, cette carte perforée a été faite pour l'évaluation sanitaire de la ville de New York, on pense. Où vous avez donc l'âge de la personne, avec ici W- pour dire que la personne avait, enfin le bébé du coup, avait moins d'une semaine, M- pour dire qu'elle a moins d'un mois, Y- moins d'une année. Et après, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 10, puis on va de 5 en 5 jusqu'à 85, donc pour déterminer l'âge de la personne. Et donc la carte est ensuite déposée sous cette presse, qui possède donc deux parties. Une partie mobile qui comporte des aiguilles. Chacune des aiguilles est raccordée à un circuit électrique. Et une partie fixe qui comporte sous chaque trou un petit godet de mercure, qui est lui-même raccordé aussi à des circuits électriques.
Et donc, quand on veut lire la carte, on abaisse la presse. Les aiguilles donc, vont être arrêtées par la carte ou, quand il y a un trou, plongées dans les godets. Les mercures sont conducteurs, donc les circuits électriques vont se fermer et envoyer une impulsion directement au compteur qui va s'incrémenter d'une unité. C'est une machine qui va faire des totaux. On l'appelle totalisatrice, parce qu'elle va faire des totaux, c'est-à-dire qu'elle va compter en fait le nombre d'occurrences d'une même information qui se trouve sur un ensemble de cartes. Fort du succès de sa tabulatrice, Hollerith fonde sa société. Elle prendra le nom d'IBM, International Business Machine, et développera le système des cartes perforées sous le nom de mécanographie. Une technique de calcul qui bouleverse le monde des statistiques et de la comptabilité au début du XXe siècle. Voici dans une grande banque la frappe des fiches. Un clavier permet de faire correspondre à chaque chiffre une perforation spéciale. L'ensemble de ces fiches vient commander une machine à calculer géante. S'agit-il de totaliser, d'établir des statistiques, des pourcentages? La machine, sur une simple pression du bouton, trouve dans les perforations des fiches, par des palpeurs extrêmement sensibles, les indications voulues. Et à travers 350 km de circuits électriques, reporte les résultats demandés sur les feuilles du registre comptable. 15 000 lettres et 12 000 chiffres en 1 minute. Merveille de la technique automatique moderne qui, ne l'oublions pas, trouve son origine première dans le génie inventif d'un grand Français, Blaise Pascal. Enfin la revanche de la vieille Pascaline. 3 siècles après la machine de Pascal, la mécanographie marque le triomphe du calcul mécanique en Europe. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, elle prépare aussi une autre révolution. Celle que vont incarner les calculateurs modernes, autrement dit, nos ordinateurs. La vraie transition, ça a été le passage de la mécanographie, où l'on devait déplacer manuellement les cartes perforées d'une machine à l'autre, vers l'informatique, grâce aux programmes enregistrés. Dans les ordinateurs, il y a un bloc mémoire qui contient des instructions qui doivent être exécutées, qui se suivent l'une après l'autre en séquence. Cela s'appelle un programme. Et c'est ça un ordinateur, ça exécute un programme. Le basculement de ces anciennes formes de calcul vers notre ordinateur moderne, électroniquement programmé, s'est vraiment produit en 1945-46, avec l'ordinateur ENIAC aux États-Unis, l'un des tout premiers calculateurs à grande échelle jamais construits. C'était un vaste programme financé par le gouvernement pour répondre aux besoins militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. ENIAC était capable de faire, par exemple, 5000 additions par seconde. C'est nettement plus qu'un humain. One man, working 8 hours a day, 5 days a week, for a whole year can do what the machine will complete in a matter of 1 or 2 hours. The digital computer is a machine that counts digits and performs normal arithmetic functions. For example, an adding machine is a digital computing device. Et oui, on l'oublie bien souvent, mais un ordinateur, c'est d'abord et avant tout une super machine à calculer. Mais à la différence de ses ancêtres mécaniques, elle ignore tout de nos 10 petits signes. L'ordinateur utilise un autre système qu'on appelle binaire, car il ne combine que 2 valeurs, les 0 et les 1, comme les trous et les pleins d'une carte perforée. À quoi correspondent un 0 et un 1? Eh bien, en langage informatique, ça veut dire qu'il y a du courant ou pas. Et comment est-ce qu'on passe de 0 à 1? En actionnant un interrupteur entre 0 et 1.
Les ordinateurs fonctionnent donc grâce à des milliards de minuscules interrupteurs. Prenez l'interrupteur qui allume ou éteint la lampe de votre salon. Et imaginez simplement un champ rempli d'interrupteurs à perte de vue, qui irait de Paris jusqu'à Nice par exemple. Voilà en quoi consiste un microprocesseur moderne. Il s'agit essentiellement d'un ensemble d'interrupteurs effectuant des milliards d'opérations avec des 1 et des 0. Les 0 et les 1 de nos ordinateurs ne désignent donc plus des quantités, mais le passage, ou pas, d'un courant électrique. Ils n'ont pas pour autant remplacé tous les autres chiffres. Au contraire, grâce au système binaire, les ordinateurs sont capables de traiter toutes sortes d'informations chiffrées. Et l'humanité s'est dotée avec eux d'une puissance de calcul jamais atteinte jusqu'alors. The separation of strand bonds at T plus 71 seconds. Confirm staging yet? Right. Staging occurred on time. Very minor. Telemetry quality is very good. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les ordinateurs descendent des laboratoires high-tech vers leur secrétariat. Au bureau de madame. Au bureau de monsieur. Pour se glisser finalement sous leur sapin de Noël. Leurs enfants manieront des trucs et des bidules que leurs enfants eux-mêmes finiront par tous combiner dans un seul et même joujou qui compte pour nous plus que tout et qui surtout compte tout ce que nous faisons, nos téléphones dits intelligents. Nous avons aujourd'hui dans nos poches ou à nos poignets des montres ou des téléphones qui vont compter nos pas, qui vont compter nos temps de sommeil, qui vont compter nos efforts physiques, qui vont compter nos temps de présence chez nous ou au travail, donc, ou des instruments qui vont nous prédire, nous aider à prévoir nos temps de trajet, etc. Donc au fond, il y a quelque chose qui fait que la machine à produire des chiffres s'auto-entretient. Bon. Et s'auto-entretient d'autant plus facilement qu'on a ces instruments de plus en plus nombreux, ces capteurs de plus en plus nombreux qui sont autour de nous. C'est le grand paradoxe de notre époque. Les chiffres sont partout, mais on ne les voit plus. Car on se fait encoder sans même s'en rendre compte. Nos gadgets captent, mesurent, calculent et transforment en données tous nos comportements et tous nos déplacements. On a ici une courbe qui semble s'atténuer. Il y a un véhicule qui ralentit, mais derrière, tout le trafic reste calme et fluide. À l'université Vanderbilt de Nashville, dans le Tennessee, Dan Work et Jonathan Sprinkle modélisent les comportements routiers. Souvent, il y a une voie de circulation qui roule beaucoup plus vite que les autres et ça crée des problèmes quand quelqu'un décide de s'engager dans cette voie parce qu'il veut aller plus vite. Ça provoque en domino une série de stop and go exactement à cet endroit-là. Leurs caméras collectent chaque jour les données générées par des millions d'automobiles pour comprendre comment se forment les embouteillages. Au laboratoire national d'Argonne, à 800 km de là, le supercalculateur Aurora traite cette énorme masse d'informations pour permettre ensuite aux chercheurs à Nashville de trouver des modèles capables de prédire les embouteillages et surtout de les résorber. Aujourd'hui, on peut faire ça grâce aux algorithmes générés par IA qui intègrent les données de toutes les voitures sur la route. Plus les ordinateurs sont petits et plus on peut en installer partout pour avoir toujours plus de données et ainsi mieux comprendre les choses. On a donc une explosion de données et en plus des outils capables de les traiter sans même avoir à demander à un humain « Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, la prochaine fois que vous serez bloqué dans les bouchons, pensez à admirer la merveilleuse équation mathématique où vous vous trouvez. Car si chaque coup de frein vous énerve, sachez qu'il participe d'un ensemble complexe d'opérations subtiles
que les scientifiques peuvent aujourd'hui modéliser au centimètre près grâce aux outils de calcul modernes. J'adore travailler sur les transports parce qu'ils établissent un lien magnifique entre la théorie mathématique pure et quelque chose de très concret. D'un côté, lorsque je suis au volant, je ne cherche pas à résoudre des équations ou dérivées partielles pour décrire ma façon de conduire. Mais en tant que chercheur, j'étudie l'aspect mathématique et je m'en sers pour tenter de comprendre ce qui se passe lorsque des milliers de personnes prennent la route. Ça crée ces schémas en stop and go. Aucun conducteur, y compris moi, ne se met en route pour créer une idée. Mais la manière dont on conduit finit par créer ces jolis motifs qu'on peut décrire avec des modèles mathématiques. Pour faire rouler des voitures, passe encore. Mais qu'en sera-t-il de nous, pauvres humains ? Des données qui s'empilent automatiquement, des capacités de calcul sans arrêt décuplées, et des outils capables de savoir à l'avance, et souvent mieux que nous, quel livre nous plaira, avec qui ça matchera. Depuis le XVIIe siècle, les chiffres aidaient les savants à mieux décrire le monde. On a souvent l'impression qu'ils servent aujourd'hui à prédire et même à orienter chacune de nos actions. Au point d'en oublier que ces fameux algorithmes sont aussi d'extraordinaires outils pour modéliser des phénomènes de plus en plus complexes. Pendant longtemps, on a dit que les scientifiques faisaient des calculs plus pour tester leurs hypothèses que pour les chiffrer vraiment. Avec des calculateurs aussi puissants, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire les deux. On peut à la fois émettre une hypothèse et la tester, mais aussi la chiffrer. On peut maintenant avoir des prédictions chiffrées pour une grande variété de phénomènes scientifiques. Il y a 50 ans, les premiers calculateurs apprenaient encore à calculer à notre place. Les supercalculateurs d'aujourd'hui, eux, réalisent chaque seconde des calculs dont nous ne pouvons même plus concevoir la complexité. Et ils seront bientôt dépassés à leur tour. Aujourd'hui, un ordinateur portable est 1000 fois, voire 1 million de fois plus puissant que le premier supercalculateur de l'histoire. Ça montre bien comment la technologie a évolué au cours des dernières décennies. Plutôt que d'avoir peur, alors, de nos usines à chiffres, pourquoi ne pas tenter d'y voir aussi une chance ? Une chance que pourraient nous envier tous les Newton, Descartes, Wallis et Copernic. Tant notre révolution technologique vient aboutir la leur. Très concrètement, un supercalculateur, c'est à la fois un microscope, un télescope, un accélérateur de particules, un tunnel aérodynamique, une terre artificielle, un humain de synthèse. Bref, on peut faire des simulations numériques pour expliquer l'ensemble des phénomènes scientifiques de manière incroyablement puissante. Et toutes les disciplines scientifiques aujourd'hui en ont besoin d'une manière ou d'une autre. C'est génial de travailler ici. Les domaines d'application vont de l'astrophysique théorique, où la machine entière est dédiée à l'exécution d'opérations très complexes pour modéliser l'origine de l'univers, la manière dont l'univers se développe ou l'évolution du climat. Mais on peut aussi travailler à très petite échelle vers l'infiniment petit, pour effectuer par exemple des calculs de mécanique quantique, qui cherchent à comprendre les interactions de centaines de milliers d'atomes au sein d'un matériau spécifique. Une évidence s'impose pourtant. En quelques décennies seulement, nos capacités humaines ont été brusquement dépassées. Et les machines se servent des chiffres mieux que nous ne le pourrons jamais. 3 plus 6 moins 8, ça fait combien ?
Maintenant, nous allons utiliser les bouliers. Alors, à quoi bon s'accrocher? À quoi nous sert encore d'apprendre à compter, calculer, mesurer, plutôt que de cliquer pour obtenir un résultat? On n'écrit plus les chiffres comme je les ai moi-même appris, machinalement, en répétant encore et encore, en refaisant les mêmes problèmes arithmétiques encore et encore. La plupart d'entre nous faisons beaucoup moins d'arithmétique par écrit qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Et tel que c'est parti, je crois que ça va encore s'accentuer. Je pense qu'un des usages les plus fréquents des chiffres, on n'en a pas toujours conscience, c'est d'en faire des formules toutes faites, de simples symboles graphiques. On fait des formules toutes faites quand on dit « Oh, je prends le bus 62 vers le centre-ville ». Est-ce que ça veut dire qu'il y a 61 autres bus ou 61 autres lignes? Pas du tout, bien sûr. Quand vous regardez les numéros, c'est une collection aléatoire qui ne veut pas forcément dire grand-chose. The first digit tells in which part of the nation your letter will find its destination. Since the country's divided into 10 big sections, each with a number to establish direction, before your letter has even departed, we've already got it started. The next two digits go hand in hand to a major post office over land. Since each big section has town after town, we need these numbers to really narrow things down. We've got the section, we've got the city. Just two more numbers and we're sitting pretty. Ici à Détroit, je connais des gens qui sont très attachés au code postal de la ville. 313, 313. Cela compte beaucoup pour les gens, et les gens parlent de ce nombre comme d'une sorte de repère symbolique. Donc les chiffres comptent encore beaucoup pour les gens, mais pas de manière étriquée, pas dans le sens étroit où les chiffres servent à faire des maths. Ça compte pour les gens d'une manière bien plus large, d'une manière qui ne s'arrêtera jamais. L'idée que les gens gardent un lien symbolique, personnel ou identitaire avec les chiffres, je pense que ça, c'est vraiment important. What a system! As you can plainly see, just 5 little numbers, quick as can be. But if you have a question or you have a doubt, if you're still not sure what the whole thing's about, just always remember, zip code defined. Be city to city. À Paris, à 2 pas du ministère des Finances et de l'Économie, l'immeuble Lumière n'est en général fréquenté que par des gens sérieux qui produisent plein de chiffres. Mais il s'ouvre aujourd'hui à d'autres visiteurs. Débarqué du Japon, l'équipe de l'artiste Emmanuel Moureau investit ces espaces. Ces œuvres ont servi de décor au générique de cette série, car elles célèbrent toutes nos 10 petits symboles. Elles invitent surtout à les voir autrement et à interroger le sens que nous leur donnons. Les chiffres, c'est je dirais, un langage commun. Donc c'est à la fois beau, intriguant et très familier. Cette œuvre qui a l'impression de continuer, vraiment de traverser le bâtiment et de continuer comme au ciel. C'est comme un message, je dirais, caché de l'expression du temps, des moments, je dirais, accumulés, qui s'empilent. Et c'est comme un peu comme sur un clavier, quand on tape sur la touche entrée, on passe à la ligne suivante et ça s'empile, ça s'empile. Ça exprime le futur, en fait, l'écoulement du temps. Comme si ces signes abstraits, et parfois inquiétants, redevenaient concrets et peut-être fragiles. Comme si, loin des fantasmes,
nous reprenions conscience que leur histoire est simplement la nôtre et qu'il nous appartient d'en décider la suite. Les gens disent toujours « Oh, c'est sûr, on arrive à la fin de toute l'histoire des chiffres. Rien d'autre n'arrivera jamais. » Je ne suis pas futurologue, mais anthropologue. Donc je ne suis pas là pour dire ce qui va se passer dans 100 ans. Mais rappelez-vous ces premières encoches paléolithiques, ces premières marques qui datent d'il y a 30 000 ans. Est-ce que vous croyez que dans 10 000, 20 000 ou 30 000 ans, on utilisera encore un système développé dans le nord de l'Inde vers l'an 500 et diffusé par les Arabes, transmis par les Arabes à l'Europe? Est-ce que vous croyez vraiment que ce hasard de l'histoire qui a fait les choses comme ça signifie que la situation où nous nous trouvons ne changera plus jamais? Les choses changent et quelque chose d'autre arrivera sûrement. Je ne sais pas quoi ni comment, mais je sais que ça changera.